nous avons créé chrrevenu.com. Et alors à l'époque, ce que vous expliquez, c'est que votre activité, enfin l'activité de Mateko était locale et que l'activité de prospection était non structurée parce qu'à la limite tout se passait par bouche à oreille simplement. Ouais, dans des petites boîtes comme celle-là, il y a souvent le patron est soit un très bon technicien, soit commerce et finance, pour faire court. Et c'était donc le deuxième cas. Eric et son frère sillonnaient par Mons et par Vaux chaque prospect, entre guillemets, mais sur une démarche de lead entrant. Il y avait très peu de chasse ou de recherche de prospection par quelques moyens que ce soit. Allez, oui, de temps en temps, on parcourt quelques petits potins de création d'entreprise, par exemple, parce que c'est souvent des moments clés quand même, les créations ou les rachats de fonds de commerce. Mais bon, c'était pas structuré, comme tu le disais à l'instant. Du coup, cette notoriété et le traitement des clients entrants, y compris physiquement entrants dans le showroom, là, à Thoiry, n'existe plus, puisqu'en fait, ces gens-là, en recherche de besoins, s'informent d'abord sur le web, puis sur un malentendu, vont carrément à l'acte d'achat avec ces gens du web, quoi. Donc, c'était un problème d'Internet, là. Donc 2012, c'est ça, 2012, à cette époque-là, Eric, donc le fondateur, décide massivement d'investir de la ressource, ou pas tout à fait massivement au début. Pas tout à fait massivement au début. En tout cas, décide de te rencontrer. Oui, c'est ça. Alors, finalement, il a fait 3615 Google pour trouver quelque chose. Il a trouvé du matériel de cuisine professionnel vendu par un site lyonnais, en l'occurrence, qui était un peu précurseur à l'époque. Il y a des gens dans la salle qui voient très bien ce dont je parle. Et ce site-là, en bas de la home, il est écrit site web réalisé par la société, en l'occurrence Soledis. Elle est là, elle est exposante ici. Et j'avais à l'époque le plaisir de co-diriger Soledis avec Yann et Johan, qui sont encore dans le coin. Et du coup, Eric a appelé Soledis, j'ai décroché et on a fait connaissance comme ça. C'était en septembre 2012. Puis je leur ai fait une offre qu'on ne peut pas refuser, sans doute, ou du moins une explication, mais on en reparlera. Oui, on a préparé ça sur la façon. Tout à fait. Et dès le début, j'avais conseillé à Eric et Julien de dire, si vous y allez, allez-y en version entrepreneur, pas en version juste sur la pointe des pieds, quoi. Si on y va, c'est en grand, avec les moyens d'une TPE quand même, hein, mais Mateko à l'époque, c'était un petit peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7-8 personnes. Donc, quand on a préparé cet entretien, tu nous as dit, ils sont venus me rencontrer et leur phrase était, il nous faut un site marchand, un site web marchand, sinon on est mort. Oui, c'était la genèse de tout à l'heure. Finalement, le web agresse tellement qu'il faut ça, mais du coup, ça ne s'est pas présenté dans ce sens-là, puisque notre façon de communiquer à l'époque, et c'est toujours notre façon de voir les choses, c'est d'approcher le truc de façon entrepreneuriale et d'un point de vue business. Donc on s'est intéressé, mais là on va parler plus numérique et autres, sur quel coût d'acquisition de trafic, quelles sont les quelques valeurs clés de taux de transformation ou de ce genre de choses qui permettent de générer de la vente, qu'elle soit une vente web ou une vente dite hors web, c'est notre petit jargon à nous, quand on traite ça par nos commerciaux ou nos télécommerciaux. Et saupoudré de paniers moyens et de marge moyenne, on arrive à justifier ou pas d'acquérir telle quantité de trafic. C'est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs. Et à l'époque, il fallait au moins quand même quelqu'un de digital dans l'entreprise. Donc à propos de ressources, et c'était ça finalement ta première question, c'est de dire allez-y, mais embauchez quelqu'un d'entrée de jeu. C'était quelqu'un de mon réseau, quelqu'un qui avait été formé par Forma West, entreprise qui existe toujours d'ailleurs, pour former, là en l'occurrence c'était des chefs de projet e-commerce, Oui. des gens avec une compétence un peu transverse. Il y a toujours effectivement une formation chef de projet e-commerce de grande qualité. Merci pour eux. Donc une personne intégrée dans l'équipe au début de Eric pour développer le e-commerce avec Soledis. Absolument. Donc Alexandra, elle s'appelle comme ça. Elle a quitté d'ailleurs la boîte pour aller rejoindre son chéri en Italie. Je crois qu'elle a bougé depuis. Mais cette Alexandra, issue de cette formation, a rejoint l'entreprise pour d'abord créer le catalogue produit, qui est un enfer pour un e-commerçant. C'est juste la grosse tâche, non seulement initiale mais récurrente. C'est le sacerdoce, il faut faire ça toute sa vie. Mais c'est aussi ça qui fait la clé du truc et le trafic. Soit le trafic est acquis et on flèche vers ces fiches produits ou les fiches de catégorie, enfin les pages de catégorie. Soit c'est du référencement naturel quelques semestres ou années après.
Et cette Alexandra, aidée par Eric et Julien, ont commencé à créer le catalogue produit initial. Ils m'avaient dit, allez, on va faire un gros catalogue sélectif, une centaine de produits. Je dis, ça, j'y vais pas, en tant que prestataire, j'entends. Il me faut au moins 500 produits pour démarrer. Et la clé, je pense, sera autour de à peu près 10 fois plus, donc autour de 5000 produits. Donc aujourd'hui, le site a 9000 produits pour 17 000 références. C'est un des sites les plus gros en France, du coup. Mais voilà, initialement, il y avait un travail de titan à faire qu'Alexandra et eux avaient créé. Bon, ça nous a amené en printemps 2013. Et la première vente a été le 13 juin 2013 de mémoire. Alors ça nécessite l'immobilisation de ressources au début qui ne sont pas productives. Donc il faut convaincre ce dirigeant de s'engager dans cette aventure. Surtout que ce que tu précisais, c'est que ce dirigeant à l'époque n'avait pas beaucoup d'appétence pour le digital, faisait taper ses comptes rendus par une assistante, c'est ça? On le fait toujours un petit peu avec le clin d'œil encore, en fait. Mais Eric se plaît à dire qu'il est encore un peu pâteau à envoyer un email. Allez, pour illustrer la chose, il devait y avoir un PC à l'époque dans l'entreprise qui faisait la compta, la Gescom, et puis qui avait accès à Internet. Et Eric, jusqu'en 2005 de mémoire, remettait à la frappe ses devis en fait. C'était ça le niveau culturel digital de l'entreprise. Et c'est toujours un peu vrai en fait. Julien s'est beaucoup transformé, mais à l'inverse, Eric a toujours une appétence distante du numérique. Ouais. Donc là, on est en 2013, les activités commerciales commencent, hein, c'est ça. Ce que tu nous as expliqué quand on a préparé cette conférence, c'est que il y a cette stratégie qui a été faite de conserver l'activité physique de Matteco et la culture de l'entreprise, parce que avec des valeurs humaines assez fortes, et de préférer monter à côté cette structure e-commerce. Avec ton arrivée ensuite au sein de la structure. Est-ce que tu peux nous préciser les raisons qui ont prévalu en fait à ce choix, et puis derrière les options que vous avez prises en matière de financement aussi, parce que... Alors, dans la chronologie des trucs, ça c'est pas... Moi, je les ai rejoints capitalistiquement et au boulot chez eux, chez nous maintenant, en 2016, donc 3 ans et demi après une relation client-fournisseur longue. Très récurrente. Et quand Eric et Julien ont pris la décision de créer chravenue.com, donc du coup c'est une SARL en dessous, hein, c'est pas son nom, ils se sont posé la question de savoir s'ils devaient transformer tout de suite Matteco dans une démarche de transformation numérique, de transformation digitale. Donc de passer sur de l'omnicanal plutôt, donc avoir plusieurs canaux de distribution des produits. Donc, mais en même temps, ils avaient aussi de l'appréhension sur le fait que la transformation et full web finale viennent finalement éteindre et désactiver complètement Matteco, alors qu'à l'époque il y avait quand même encore à peu près 2 millions d'euros de chiffres aussi tradis finalement. Donc est-ce qu'il fallait rompre tout ça? Finalement ils ont choisi une autre piste. Nous avons choisi à l'époque, parce qu'on s'est aussi un peu challengé en client fournisseur, de créer ou d'essaimer une sœur finalement. Pour des raisons d'abord tactiques pour des canaux de vente, effectivement. Donc de façon très claire, Matteco avait son identité locale, vente de proximité, conseil physique. On se dit bonjour en se touchant vraiment la main, quoi. Alors que le web, c'est plutôt une vente à distance, téléphonique, y compris même parfois sans aucun contact humain à travers un site web. Donc ils avaient souhaité créer cette sœur à côté. Ça a aussi facilité finalement une visibilité pour aller lever une petite dette initiale en banque simplement. Je crois que le premier emprunt qu'il avait levé pour créer le site web et amorcer les premières pompes était autour de 40-50 000 euros. Alors strictement insuffisant, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a aussi cette histoire d'auto-amorçage finalement et de... Allez, on croise les doigts, que chaque vente dégage suffisamment de marge pour aussi continuer à alimenter les investissements et notamment l'acquisition de trafic, parce qu'on sait que ça coûte un bras cette histoire. Donc, bien sûr. Alors ça a été la première étape en fait de l'investissement. Et puis ensuite, en deuxième étape, alors vous n'en êtes pas tout à fait, je crois, au stade de l'omnicanalité, parce que vous avez des stocks séparés. Enfin, la gestion en fait est vraiment bien distincte entre la partie stock. Néanmoins, vous avez une activité qui est un peu hybride, puisque c'est pas 100% full e-commerce.
vous avez un quart de ces leads qui arrivent chez vous, qui sont transformés, enfin en tout cas, pardon, 3/4 de ces leads qui sont transformés par un contact commercial humain. Oui, absolument. C'est une particularité, mais en fait, c'est du gros matériel. Le panier moyen est autour de 2 000 €. Ce n'est pas des paiements par CB la plupart du temps, parce qu'on atteint les plafonds CB, donc c'est souvent du virement, etc. Puis il y a toujours une vente technico-commerciale, ou du moins des questions de conseil, des questions qui permettent aussi d'installer la confiance. J'en parlais en attendant là tout à l'heure. Il y a certains clients qui nous versent, sans même nous avoir vus physiquement, 10, 15, 18, 20, 30 000 € par virement à la commande. Moi perso, je le ferais déjà pas, donc, sans avoir vu à qui j'avais affaire. Mais voilà, donc pour ces choses-là, en fait, on a vraiment donné l'identité .com à chravenue.com, et Mateko a gardé son identité sur le marché local. Jusqu'à l'année dernière, où finalement on s'est dit la démarche commerciale pouvait être alignée dans une démarche de au moins bicanalité, quelque chose comme ça. Et finalement, on a 2 personnes qui s'occupent localement de la démarche commerciale. Elles sont finalement contactées d'abord sur le site web .com et par notoriété et le bouche à oreille qui continue évidemment. Mais avec un chat en ligne, hein, je crois, ouais. déjà dans un premier Après, il y a temps. plusieurs. Voilà, si on s'intéresse au .com, par contre, il y a plusieurs façons de nous solliciter. L'appel téléphonique entrant, ça représente effectivement à peu près 3/4 du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en clôture, CHR Avenue a facturé 4,8 millions et Mateko 1,050 million, 1,050 million. Donc, on se fait solliciter par vente web directe, par mail, par chat, par WhatsApp ou téléphone, comme je disais. On est en train de réfléchir à est-ce que la visio a du sens. Aujourd'hui, on n'a pas de demande particulière de nos clients, mais ça pourrait concourir à venir donner encore plus d'humain dans ces histoires-là, même si des fois, je trouve que les webcams ne sont pas hyper sympa pour refléter une personnalité physiquement, j'entends. Donc il y a la construction de la confiance en fait côté client. Il y a une étape aussi dans le financement, si on reste sur ce sujet, qui fait que dans une deuxième étape aujourd'hui, vous avez eu besoin de vous muscler avec un ERP un peu plus élaboré pour gérer des flux qui croissaient. Donc là, vous avez sollicité d'autres types de financement que ceux de la dette. Ouais. La question s'est posée en fait il y a 18 mois, 2 ans, à dire pour continuer à grandir et grossir plutôt le plus vite possible, mais cette histoire de mode start-up entre guillemets nous intéresse pas beaucoup. On aime bien avoir les pieds sur terre, on aime bien que ce soit notre propre entreprise et avec nos deniers limités. Et en même temps, c'est surtout ça, je crois, le maître mot, on aime bien garder le sifflet dans nos affaires, comme on dit, enfin, garder le contrôle. Donc on s'est posé la question d'ouvrir notre capital et de laisser rentrer quelques anges d'affaires, business angel, c'est compliqué en français. Et en fait, on a clos cette piste-là. Pour autant, pour partager notre expérience, c'est vrai que lorsqu'il s'est agi de continuer à installer de l'informatique, puisque mon parcours était pas que web, et dans la version précédente, cela dit, j'ai fait beaucoup d'entreprises intégrateurs de RP. Il nous fallait aussi installer ce genre d'outils pour pouvoir encaisser tous ces flux. Et l'installation d'un ERP est évidemment coûteux. J'ai découvert, grâce à la CPME au départ, et la Chambre de commerce, que la région mettait à disposition des subventions. Et alors, c'est un dossier un petit peu complexe à monter, mais il faut y aller calmement. Et j'ai pu récupérer, donc il y a 2 dispositifs. Un dispositif qui finance à 50% la partie analyse amont, la partie audit, 50% du projet est capé à 25 000 €, et une deuxième enveloppe, un deuxième fléchage, à nouveau de 50% du projet, là pour le compte d'intégration, à nouveau capé à 25. J'espère que ça n'a pas changé depuis. Et du coup, nous, on s'est intéressé. La partie audit, elle s'est faite en interne. Enfin, analyse, elle s'est faite en interne. Mais la partie déploiement a été effectivement subventionnée, au moins pour partie, puisque le projet lui-même global était autour de 100 000 €. Et un quart du projet, c'est quand même colossal et c'est plutôt chouette. Le reste, c'est encore une fois que de la dette bancaire. Alors Virginie, oui, tu peux peut-être compléter. Oui, juste pour compléter, effectivement, ces informations sur les aides existantes, c'est pas toujours évident pour une PME d'accéder à ces informations. Il y a un site qui existe qui s'appelle Entreprise Pays de Loire, dans lequel il y a
tout un tas d'informations en fait, sur les aides disponibles pour aider au financement. Alors bien sûr, il y a des critères d'éligibilité, bien sûr, il y a des dossiers qui sont parfois un petit peu complexes à monter, mais ça vaut le coup, quand on a effectivement des investissements à faire, de pouvoir effectivement essayer de capter un petit peu d'aide financière dans ces domaines-là. Ouais, mais cette complexité, je la trouve rassurante finalement, parce que les questions qui nous sont posées nous amènent aussi à structurer le projet, à structurer la démarche, essayer de voir un petit peu plus loin. Alors c'est vrai que les business plans à 5 ans dans le monde du web, c'est un petit peu compliqué, mais au moins ça provoque aussi des échanges entre nous et dire voilà, c'est quoi notre projet futur, tant individuel, chacun de nous trois, que collectif, mais également pour l'ensemble de l'entreprise, et où amène-t-on nos collaboratrices et nos collaborateurs, quoi. Donc il est important de se faire accompagner, d'être dans une dynamique de réseau, c'est essentiel. C'est ça, là c'était à l'époque Chambre de Co et CPME. Et CPME. Ouais. Alors si on passe au sujet suivant qui était aussi un élément important dans le modèle économique de CHR Avenue, vous pratiquez un modèle qui s'appelle le dropshipping, que certainement la salle connaît, on peut peut-être rappeler ce que c'est. En tout cas, vous aviez donc vous aviez ce dropshipping plus un service particulièrement, une qualité de service et rassurant que vous avez avec vos clients. Donc avec un SAV assuré cette fois partout en France, donc vous changez complètement d'échelle avec CHR Avenue. Comment avez-vous géré cela et quelles sont les meilleures pratiques que vous pourriez partager avec les e-commerçants dans la salle ? C'était marrant d'ailleurs parce que Eric, à l'époque, non convaincu du web, disait mais comment un client à Marseille ou à Nice va finalement acheter un frigo qui fait 2 mètres de haut, 1,80 m de large, 250 kg pour les doubles portes, là, livré sur le trottoir. Non, mais jamais quelqu'un passera à l'acte d'achat sur ce genre de truc. Et en plus, ça ne passera même pas à la porte, puisqu'en fait, il y avait aussi ces vérifications logistiques. Évidemment, c'est lourd, fragile, ce genre de matériel, donc il ne faut pas le faire transiter 2 fois. En plus, c'est coûteux de le trimballer dans les camions. Donc, dès le début, nous avions choisi d'aller discuter avec chacun de nos fournisseurs pour aller dealer avec eux sur le fait que le matériel soit expédié directement du fournisseur au client, sans transiter par chez nous. Alors, on peut comprendre aussi que d'un point de vue stockage, besoin en fonds de roulement, trésor, etc., c'est aussi passionnant, mais c'était... Ok, il y a un peu financier, mais surtout logistique, cette histoire. Parce qu'après, sinon, il faut un entrepôt, il faut de la manute, il y a des frais complémentaires. Et c'était pas suffisant. Donc, dès le début, le matériel vendu était acheté après vente et livré directement par les fournisseurs. C'est une sacrée faiblesse, puisque le contrôle même de l'acheminement est médiocre, puisque le transporteur est affrété par le fournisseur, donc on n'a pas de prise là-dessus. Et dans du fret, ces fameux codes de tracking et ces URL de suivi n'existent pas ou peu. Donc on est venu nous compenser ça par 3 personnes, temps plein, aujourd'hui, qui s'occupent non seulement de passer les commandes, mais de faire ce suivi et de rassurer, d'être en contact permanent avec nos clients tout au long de l'acheminement pour bien dire que voilà, ça arrive, pas de problème, machin. Donc vous êtes en plein centre-ville, c'est un sujet, c'est une zone piétonne, on va gérer, etc. etc. L'autre volet sur le service après-vente et ce matériel qui, de toute façon, par définition, tombe en panne, puisque c'est du matériel technique, était là aussi un sujet de préoccupation pour nos clients et du coup pour nous, en pensant qu'il fallait qu'on délivre le même niveau d'expérience à nos clients web qu'à ceux de Mateko dans le coin, qui, lorsqu'ils tombent en panne, notamment dans la première ou les 2 premières années de garantie, doivent être dépannés dans les mêmes conditions qu'un achat traditionnel classique de proximité. À l'époque, c'était précurseur, puisque chravenue.com proposait une garantie pièces, main-d'œuvre et déplacement partout en France. Et évidemment, ce n'est pas nos techniciens qui cavalent partout. Et dès les premiers jours, les premières pannes arrivées dans l'été 2013, a commencé à se tisser un réseau de prestataires de sous-traitants, de techniques, parfois des confrères, parfois pas, parfois des simples techniciens qu'on appelle nous dans notre jargon des boîtes à outils, qui travaillent pour nous en sous-traitance. Et puis petit à petit, ce réseau, finalement, il n'était pas formalisé. Et,
à force de le constituer, à force de vérifier la qualité d'intervention de chacun de ces gens-là, et on a tissé des relations parfois profondes. Sur Paris, on a même une entreprise très identifiée qui a d'ailleurs recruté des techniciens additionnels pour faire face à nos flux. Et on a tissé des relations plus profondes, y compris humaines, avec nos sous-traitants et dans les villes clés ou les régions clés, notamment là où il y a du PIB. Hein, donc on pense à Paris, Lyon, PACA et le Sud-Ouest pour partie, enfin Bordeaux, etc. Donc vous supportez l'animation de ces 120 sous-traitants qui travaillent pour vous, avec une garantie en fait 2 ans, c'est ça, pour les. Enfin, vous couvrez on en fait propose la une garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement. Nous prenons en charge, donc la pièce détachée est prise en charge par le fournisseur, et nous prenons en charge la facturation de ce sous-traitant et enfin tant la prestation que ses frais de déplacement, sans sourciller, quel que soit le type de déplacement. Ça correspond chez nous à un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui passe dans ces dépenses-là, mais qu'il faut couvrir et qu'on souhaite continuer à intégrer. Tellement vrai qu'à chaque fois, sur notre marché, on essaye d'être précurseur sur ce sujet-là et d'allonger notamment ces périodes de tranquillité et non plus de garantie. On essaie d'avoir un discours un peu différent. Certains clients, du coup, disent « mais moi, j'en veux pas de votre truc ». Donc pour certains, quand le service est tout inclus comme ça, ils nous disent « non, non, moi je cherche un prix, résolument un prix, quitte à ne pas avoir de garantie, j'en fais mon affaire ». Et du coup, là, pour le compte, on est un peu désarçonné, puisque ce n'est pas notre modèle sur chravenue.com. Alors, on va passer au sujet vraiment digital. Embarquer toute une équipe dans cette transformation. Ce que vous conseillez, Yvan, à tout chef d'entreprise qui se lance, c'est fatalement d'aller regarder sous le capot ce qui se passe. C'est-à-dire que l'acquisition de trafic, voilà, il faut comprendre les différents leviers, les différentes sources. Alors, dans un premier temps, ça a été de l'acquisition de trafic payant. Et vous avez embarqué, et ça l'est toujours, avec un développement de contenu aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, vous avez embarqué le dirigeant de Mateko et toute l'équipe sous le capot, et lui a fait aussi l'effort de participer complètement à la compréhension en fait, de ces leviers et de ce qu'étaient ces leviers d'acquisition digitale. C'est vrai que quand on préparait tous les trois ces échanges-là, ça vous a paru clé. Je ne l'avais pas identifié comme tel aussi fort que ça, à vrai dire, mais pour une société de service type Solidis, de venir embarquer son client, ce n'est pas un effort très compliqué, même si allez, c'est de la prestation additionnelle, il suffit de la facturer et puis point. Finalement, l'effort pour Eric à l'époque était à l'inverse colossal, je pense, si on le mesure maintenant. Mais de mon point de vue, y compris quand on travaille avec la CPME sur ce petit dispositif, un petit ou ambitieux de CPME Digital Boost, qui est 3 jours pour digitaliser son entreprise ou une activité de son entreprise, on cherche à finalement embarquer nos dirigeants, les dirigeants des PME, dans sous le capot, comme on l'a mis à l'écran, parce que voilà, faut pas en faire des experts de Google Ads non plus, ou des experts du référencement naturel non plus, mais autant quand on fabrique des bacs plastiques, le dirigeant forcément cherche à comprendre comment la machine à injecter fonctionne, autant quand on dirige une boîte dont 99% du chiffre d'affaires est généré par une visibilité numérique, forcément, il faut s'intéresser aussi à un actif clé. Et l'actif clé là, c'est la visibilité, qu'elle soit de la génération de trafic payant, naturel. Naturel, c'est payant, parce que c'est des hommes qui s'en occupent de toute façon, donc c'est pas gratuit. Que ce soit de la relation presse, que ce soit de la fidélité ou de la notoriété, enfin voilà, toutes les acquisitions ou du retargeting si on voulait en parler. Bref, à chaque fois qu'il y a un sujet technico-business, sans être un expert, je pense que le conseil le plus important, c'est de regarder effectivement sous le capot comment ça fonctionne. Et ouais, c'est évident, c'est évident. C'est une recommandation forte. De même que, alors sur la partie, il faut accepter aussi d'ouvrir un peu ses chakras pour intégrer des compétences qui sont assez diverses et variées. Par exemple, quand on développe du contenu, puisque c'est un levier important d'acquisition naturelle, et qu'on travaille sur tout un tas de fiches produits précises, peut-être que la vidéo et peut-être qu'un vidéaste peut être aussi une ressource importante. Par exemple.
C'est vrai qu'on le fait avec le clin d'œil, mais ça démarre même au tout début, finalement, quand on est 26 personnes maintenant sur l'ensemble des 3 entreprises. Je ne vous ai pas parlé de Boulevard des Pros, son activité est particulière parce qu'elle existe principalement au travers des places de marché. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est à la fin, oui. Ouais. Sur chacune des entreprises, finalement, le sujet clé de s'impliquer dans ce contenu ou dans ces métiers, etc., elle est de dire je lâche prise parce que en 2013, on n'aurait jamais pu supposer qu'on aurait pu avoir dans les effectifs de Matteco un traffic manager ou un chargé de l'emailing et de la feed, enfin de la fidélité, ou un vidéaste YouTube, pour reprendre le petit clin d'œil et l'arrivée de Richard en janvier dernier. Voilà, mais pour autant, on est des gens du numérique et de la création de la visibilité, sans perdre pour autant la compétence métier. Donc c'est vrai que du coup, à la direction de la boîte, on a et du numérique et du métier. Et finalement, ça se décline dans toutes les équipes où on est quelque chose comme bicéphale ou schizophrène. Je ne sais pas s'il faut le dire positif ou négatif, mais c'est ça le sujet. Et cette double visibilité nous a amené à créer finalement une équipe digitale interne qui ressemble un peu à une agence web interne, sauf la compétence de développement qui est très particulière, notamment à trouver, mais également à coacher, enfin à manager, qu'on s'est un peu refusé de prendre, ou pas que, parce qu'on a Martin qui est un alternant qui cherche à devenir un développeur web à l'avenir. Donc des développements futurs. Ouais. Alors, on a parlé de l'aspect développement digital et tout le comment vous avez pu développer cette activité. Ça ne s'est pas fait sans obstacle. Et notamment, y a un casse-tête qui est le corollaire de cette activité, c'est les retours. Donc, comment vous avez mis en place cette stratégie pour gérer ces retours et pour écouler ces produits retournés, en fait? C'est vrai qu'en préparant cette intervention tous les 4, parce qu'on on a aussi un illustre absent, quand je parlais de ces histoires de retour, c'était finalement pour nous assez lisse, ça reste une difficulté quand même, mais un sujet de discussion. Alors d'abord, dans un petit peu de théorie, dans l'e-commerce, la loi Hamon nous oblige à autoriser un retour pendant 14 jours après la date de la dernière livraison d'une commande multiligne, si elle l'est. Pendant ces 14 jours, on doit, si notre client est un particulier, accepter de reprendre le matériel, pour peu qu'il soit dans un état capable d'être revendu, sans même demander la justification de la raison du retour. Nos clients ne sont pas des particuliers, nos clients sont des professionnels, hein. Ils sont des entreprises, il y a un SIRET, etc. Mais le comportement d'achat d'un dirigeant d'un petit restaurant de 30 couverts est très très proche de celui d'un particulier. On s'est vite rendu compte que finalement c'est hyper compliqué de dire à cette dame ou ce monsieur non, quand vous achetez à la maison un truc sur un site web ou sur une place de marché, vous pouvez le retourner tout tranquillement pendant 2 voire 4 semaines des fois. Mais là, chez nous, non, vous ne pouvez pas. Donc, toujours dans ce contexte de bienveillance et de recherche de business apaisé, c'est comme ça un peu qu'on se l'est dit, qu'on se l'est relaté. On a finalement généralisé, sans sourciller, le fait de pouvoir retourner son produit, non pas 14, mais 15 jours, histoire de se décaler et se rendre visible par rapport à la loi Hamon, et quel que soit alors le tiers qu'on a en face de nous, que ce soit un particulier ou un professionnel. Forcément, ça génère des retours. Sauf que ce qu'on nous retourne, c'est pas une boîte à chaussures ou voilà, c'est parfois un arrière-bar, on voit ce que c'est, une machine à glaçons, et ça coûte 2, 3, 4 000 euros. Donc on en a pour un petit peu plus de 200 000 euros dans le stock aujourd'hui. C'est un vrai casse-tête. Non pas le retour, parce que lui-même, il est organisé, c'est facile d'affréter, c'est nous qui enlevons. On prend en plus les frais de déplacement généralement à notre charge. Mais après, on en a plein l'entrepôt ici. Donc on fait régulièrement des opérations de stockage. On a dans le site dorénavant, on y va tout doucement, un corner déstockage. On est un peu gêné parce que l'image de notre site est une image multimarque de matériel neuf. Donc il faut se méfier aussi sur la valeur perçue quand on fait des photos un peu pourries, prises au fond de l'entrepôt, etc. Mais en même temps, il y a aussi une attente sur ce sujet-là. Et puis finalement, ce qui marche bien pour partager cette expérience-là, c'est Le Bon Coin.
Donc vous avez utilisé des Donc on a marketplaces. créé, voilà, on a un compte chez Le Bon Coin. Il y a, chez ces gens-là, en fait, il y a aussi une histoire de boutique pro qui crée alors une boutique dans la boutique pour mettre en ligne. Alors au départ, on avait commencé aussi avec du matériel neuf. Ça, c'est un sacerdoce, il faut le laisser tomber parce que c'est une création manuelle à chaque fois. Donc ça réclame une énergie humaine de fou. Avec un retour sur investissement qui est assez faible, parce que les clients du Bon Coin cherchent toujours une grosse aubaine. Et pour nous, le déstockage le Bon Coin est une façon d'écouler ces retours qu'on peut difficilement vendre neuf, puisque le matériel a déjà voyagé. Il a au moins quelques scotches additionnels, quelques étiquettes de transport, etc. Donc c'est plus compliqué de vendre ça comme neuf, quoi. Alors sur la partie obstacle, on a aussi quelque chose qui est très important, c'est que quand on se lance dans une activité e-commerce, quand on se transforme, il ne faut pas sous-estimer les moyens qu'il va falloir y mettre pour développer cette activité. On en avait reparlé aussi tous les trois. J'y ai réfléchi depuis aussi. Sous-estimer les moyens laisse penser qu'on s'est trompé parce qu'on s'est fait dépasser par les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour finalement cette activité. Et d'ailleurs, le porte-monnaie vide en est une très bonne illustration. Pour autant, je pense que si on se projette un petit coup trop loin sur les besoins de financement et les besoins en fonds de roulement, on se fait suffisamment peur pour ne pas y aller. Et à y préparer, j'aurais presque titré ça un peu différemment finalement, de dire faites-vous peur, mais allez-y quand même, ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, on n'y va jamais. Et en même temps, si on reste, c'est sans doute encore plus létal que de faire un premier pas ou de commencer à marcher pour ensuite commencer à courir et puis finir à courir très vite. Mais voilà, il faut y aller. Alors, c'est vrai qu'on s'est pris quelques gamelles de trésor, c'est vrai qu'on s'est pris... quelques Des erreurs stratégiques aussi d'investissement surévalué sur certains leviers. Ouais, je pense. Bon, on a parlé tout à l'heure du retargeting en fait. Il y a eu une euphorie à l'époque avec notre prestataire. J'étais côté prestataire, donc à venir proposer à chrrevenu.com de vivre, d'aller dans la cour des grands et ils se sont fait décaisser. Ils se sont fait, hein, c'est moi maintenant, mais quelque chose comme 60 000 € en 2 mois. C'est une dépense qui avait à l'époque ramené 120 ou 130 000 € de chiffre, pas de marge. Donc du coup, voilà, c'est des ratios complètement déconnants. Le maître mot là-dessus, mais ça reboucle avec les quelques diapos d'avant, il faut avoir les yeux rivés sur ces actifs techniques ou ces actifs logiciels. L'acquisition de trafic en état, il faut avoir les yeux rivés dessus. On a une personne aujourd'hui qui a les yeux rivés dessus, temps plein, tout le temps. Et moi qui butine de temps en temps, Eric aussi. Et à l'époque, oui, on avait au moins sous-estimé cette dépense et ce canal d'acquisition du reciblage publicitaire. C'est toujours un peu vrai. Et je pense qu'il faut parfois faire des erreurs, essayer, se planter, réessayer un peu, se planter encore, puis des fois, on essaye et ça marche. Après, il faut financer les erreurs. Ça arrive, des fois on est un peu à l'arrache et aller chercher... quelques clients pour dire votre paiement à 30 jours fin de mois, vous voulez pas juste le faire à 30 jours net, ça nous rendrait un petit service. Puis voilà, on le fait ça avec gentillesse et ça marche aussi. Alors, tout ça a amené des résultats assez spectaculaires. Donc voilà, donc je sais pas si tu peux nous livrer quelques chiffres, parce que tu peux peut-être refaire aussi un focus sur l'équipe aujourd'hui. Ouais. De combien de personnes elle est constituée? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a démarré, à l'époque, Mateco avait 7-8 personnes. Aujourd'hui, on est 26. La 26e personne, elle vient ce soir pour signer sa promesse d'embauche avec nous. Elle vient d'ailleurs donner un coup de main au service après-vente, qui est une activité qui est un coût et jamais génératrice de valeur. Sauf que là, dans ce contexte-là, pour le compte, ça provoque du retour à l'achat, de la satisfaction ultime, etc. Donc c'est notre credo également. Ces 26 personnes sont organisées en 4 grands pôles. Un pôle digital avec la tenue du site et du catalogue de produits. On a appelé aussi l'offre et l'équipe digitale. Un deuxième pôle, une deuxième équipe qui est en charge de la transformation du trafic en vente. Le site web fait partie de cette équipe-là, mais il y a également 5 personnes au commerce,
ces personnes-là qui sont au téléphone toute la journée. Alors on pourrait appeler ça des télévendeurs, ils n'aiment pas le terme. C'est vrai qu'il a été un peu galvaudé dans notre pays, cette histoire de téléconseiller ou de télévendeur. Alors on ne sait pas trop comment dire, on dit des commerciaux. Et, oui, mais alors du coup il y a de la chasse? Non, c'est de l'appel entrant. Même si effectivement il y a de la diversification ces temps-ci et on va chercher à construire aussi une activité de promotion sans pour autant se prendre le bottin et appeler tout en vrac. Une troisième équipe chargée de l'administration des ventes. Cette équipe achète et réalise le suivi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une dernière équipe sur la partie service après-vente, les services après la vente, pour orchestrer, non pas intervenir directement parce qu'on travaille en sous-traitance comme je le disais tout à l'heure, mais orchestrer toute la dimension des services après la vente, que ce soit le petit coup de fil pour régler un thermostat ou une intervention réelle, physique, si besoin. En dessous, en process support ou en activité de support, il y a de la finance évidemment, il y a de la RH et puis un peu de direction. Les équipes CHR Mateko, enfin purement Mateko, comment, enfin, il y a de l'animosité entre les équipes? Il y a pu avoir un peu de jalousie, sincèrement. Vite effacé, puisque ce sont des gens de Mateko qui ont été finalement, alors promus, c'est pas le mot, mais qui ont changé de métier en venant finalement travailler chez chravenue.com. Donc aujourd'hui, chez Mateko, il reste 5 personnes, une assistante commerciale, un commercial, 2 techniciens et un peu de direction, enfin saupoudré. Donc il y a eu un peu de turnover. L'assistante commerciale de Mateko est devenue l'assistante commerciale chez CHR Avenue, puis après est partie au commerce d'ailleurs. Donc il y a aussi tout un... Enfin, quand les effectifs grandissent, c'est très chouette de pouvoir aussi proposer des changements de métier et finalement de changer complètement d'activité en restant dans la même entreprise, entre guillemets, ou au moins dans le même groupe, quoi. Mais, donc non, il n'y a plus, d'autant moins qu'en plus on cherche à promouvoir une notion de solidarité forte dans nos équipes et même si ce n'est pas son métier, d'aller, quand on a un petit peu de mou, un petit peu de creux, d'aller donner un coup de main aux collègues pour calculer des RFA pour un client ou réaliser un devis alors qu'on est plutôt en ADV ou en SAV, enfin, etc. Donc cette hyper solidarité-là empêche ces clivages et une fabrication en silo des entreprises. Et alors, CHR Avenue, maintenant, il y a toujours de la concurrence, il y a des places de marché, tout se développe, tout va très très vite. Est-ce que vous avez des souhaits de développement maintenant sur le digital, sur d'autres types de leviers de vente, peut-être en ligne? Il faudrait poser la question, je pense qu'on aurait sur les 26 personnes, 26 réponses différentes. Donc on va s'intéresser déjà aux réponses de Julien, d'Éric ou de la mienne. L'un de nous trois, allez, on va respecter les uns et les autres, l'un de nous trois dirait « Oh là là, ça me suffit, moi j'aime bien travailler dans ce contexte-là et c'est déjà bien, ce qu'on a fait c'est déjà bien. » C'est connu, je maîtrise, voilà. Je sais mais où encore je vais. 30 personnes, parce qu'on va arriver tout doucement à 30 personnes dans l'année. 30 personnes, je ne me suis jamais projeté et si on m'avait demandé à l'époque, j'y serais pas allé. Bon, une des premières réponses de l'un de nous trois. La deuxième réponse est de dire on peut y aller, mais il faut y aller dans l'environnement maîtrisé, franco-français, et c'est bien comme ça, mais allez, sur un malentendu, on n'est pas à l'abri d'être autour de 40-45 personnes, et allez, en essayant d'éviter le seuil des 50, le fameux, mais de toute façon, il a bougé ces temps-ci, donc... et puis ça doit pouvoir fonctionner comme ça, mais pour ça, il faut du financement encore, donc la question inexorable et récurrente du financement. Et la troisième personne qui dit, puisqu'on a la machine à faire, peut-être on peut accélérer aussi plus fort et on verra comment on transmettra. Est-ce que c'est transmis à l'équipe? Est-ce que c'est transmis aux plus jeunes d'entre nous à l'avenir? Ou est-ce que c'est vendu? Mais on s'en fiche, puisqu'on prend plaisir à générer cette croissance, mais certes, elle est générateur de besoins de financement à nouveau. Et pour aller accélérer un peu plus fort, il y a des modèles, enfin, deux choses qui s'offrent à nous, soit aller en transfrontalier, voir comment on pourrait parler anglais, allemand, et vendre aujourd'hui
ce qui nous arrive déjà en fait, hein, c'est ce qu'on disait en se préparant cette intervention. Les Belges sont francophones au moins pour une partie d'entre eux, les Suisses aussi, les Luxembourgeois également. Et sur un malentendu, on n'est pas à l'abri de faire entre 2 et 4% de notre chiffre d'affaires à l'export, enfin à l'export, en UE. Il y a une partie du chiffre en dom-tom également, mais ça c'est pas de l'export, ce sont des Français. C'est vrai qu'on pourrait aller capter ça, mais pour ça, il faut que le site soit multilingue, multidevise pour certains, puisque les Suisses n'utilisent pas d'euros. Les règles de gestion ne sont pas les mêmes, la TVA et ce genre de choses. Donc, les moyens de paiement ne sont pas les mêmes. Les moyens de paiement, ouais, c'est ça, les devises, ouais, c'est ça. Et, alors voilà, donc il faut y réfléchir, mais c'est un sujet. Le deuxième sujet, il est la notion de place de marché. Non pas aller nous, en tant que vendeurs, sur une place de marché, c'est ce qu'on fait déjà avec l'identité de Boulevard des Pros, et on est présent sur Amazon, Cdiscount et quelques autres. Mais si le trafic est suffisant, ce n'est pas encore le cas, de devenir nous-mêmes une place de marché pour agréger une plus large offre sans passer forcément par nos propres main-d'œuvre de création de fiches produits ou de création de catalogues produits. C'est une solution, c'est un outil digital. Il y a 2-3 offreurs sur le marché français ou mondial qui proposent des logiciels pour ça. C'est pas du tout dans les... Mais voilà, ce sont des idées pour autant. Des idées à développer. C'est ça. Merci Yvan. Virginie, je vais peut-être te laisser conclure avant de prendre les questions de la salle via evals.com. Mais pour faire un peu la synthèse en fait, de tout ce qui a été dit et revenir sur les points clés de la réussite d'un projet e-commerce, le premier point moi, que je note, c'est l'humain, c'est l'importance de l'humain. Alors l'humain hein, au sens large, hein, c'est-à-dire l'humain dans la capacité à avoir mobilisé en fait les fondateurs de Mateko dans le fait de s'investir en fait dans ce projet digital. La deuxième chose, c'est d'avoir réussi en fait l'humain à avoir réussi à mobiliser des équipes en interne, de les faire monter en compétences ou d'aller chercher de la ressource pour pouvoir effectivement réussir ce projet-là. Et puis le troisième niveau de l'humain, pour moi, c'est aussi cette capacité, même si on est sur une activité qui est une activité digitale, de pouvoir remettre dans la relation avec le client final aussi de l'humain. Donc par le service client, par tout ce qui est en plus de cette plateforme digitale, qui est connexe à cette plateforme digitale. Pour moi, cet aspect-là est vraiment très important. Juste une petite statistique qu'on peut garder peut-être en tête. Il y a des études qui montrent que sur un projet de transformation digitale, dans 9 cas sur 10, les raisons d'un échec sont liées à des facteurs digitaux. Donc pour moi, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et on l'a bien vu dans ton retour, dans toute la présentation que tu as pu nous faire de l'importance aussi de gérer la conduite du changement. Le fait que il peut y avoir des réticences, des freins sur les équipes en place et effectivement il faut pas laisser ce doute et il faut pas minimiser ça parce qu'effectivement des projets en silo comme tu le disais avec d'un côté des équipes physiques, d'un autre côté des équipes digitales, ça ne peut pas fonctionner. C'est l'ensemble des équipes qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Je bois du petit lait. D'ailleurs, je vais utiliser la vidéo si c'est filmé et enregistré pour leur diffuser dans l'équipe en interne parce que c'est notre leitmotiv au quotidien, tous les jours. On s'occupe avant tout de nos clients et on s'occupe de nous aussi. On est même à ce point convaincu de cela que dans notre stratégie de recrutement, on a utilisé ces mots tarte à la crème de bienveillance, mais ça fait du bien de pouvoir les écrire. Et on est méga convaincu que lorsqu'on est des gens gentils, entre guillemets, entre nous, tout naturellement, on va être des gens gentils avec nos clients. Je dis pas que de temps en temps, ça frite pas quand on tombe avec des gens irrespectueux, mais... Ça ressort beaucoup, ça, notamment dans tout le contenu du site. Le ton qui est employé avec beaucoup d'humour, beaucoup d'authenticité, c'est quelque chose, effectivement, qui est vraiment intéressant. Parce que finalement, sur les produits en eux-mêmes... Ils sont pas super glamour. Hein, alors, ils sont pas forcément super glamour, mais c'est surtout qu'il n'y a pas forcément de différenciation importante sur chacun des produits qui peuvent être revendus par ailleurs par d'autres entreprises. D'ailleurs, la concurrence est féroce, elle est peut-être même moins chère que nous, et on souhaite le faire, puisqu'on a nos marges à préserver. Et finalement, un frigo reste un frigo, et c'est peut-être même exactement le même qu'on peut voir ailleurs. La seule différence, c'est justement
tout ça qu'on peut mettre sur le Frilo ou sous le Frilo ou à côté, je ne sais pas comment on peut dire, ou dedans, mais oui, c'est ça le sujet. Ce qui m'amène à parler d'un autre point qui me semble vraiment très important, c'est la capacité à se différencier. C'est-à-dire effectivement se lancer dans de la vente en ligne pour vendre exactement la même chose que tous les concurrents, c'est pas suffisant et que les services qui vont être associés vont être un moyen de se différencier et d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et je pense que c'est d'autant plus important dans un contexte B2B, même si c'est aussi important dans le B2C, mais c'est encore plus important dans un contexte quand on est sur une cible en plus qui est seule, qui n'a pas toute une équipe pour gérer ses achats. C'est effectivement cette partie service et différenciation, et d'avoir travaillé sur ces éléments de différenciation, c'est un élément qui pour moi est essentiel. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, tu as raison. Ces différenciateurs-là sont tant sur le fond que la forme finalement. Le fond, c'est le matériel, il est point. Il y a aussi le sourcing du matériel quand même, la notion de multimarque, de difficulté à sourcer. C'est pas facile. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit difficile, à vrai dire, la relation fournisseur. Et cette relation forte fournisseur dans un métier de négoce, elle est indispensable à porter. C'est aussi ça déjà un différenciateur de notre propre boîte par rapport aux compétiteurs. Ces gens du métier, Eric et Julien, qui depuis plus de 20 ans sont en relation avec les mêmes fournisseurs, forcément avec des gens qui arrivent avec des compétences digitales folles mais pas de compétences métiers, c'est plus difficile de rentrer dans la relation fournisseur profonde. Ça c'est sûr. Le deuxième point est la création de services différents. C'est ça les différenciateurs. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais pour aller chercher les différents freins, les barrières encore à passer à la vente, proposer des services d'installation jusque dans l'établissement. Le e-commerce s'arrête sur le trottoir et pour autant on a développé des prestations de services additionnelles. On pourra en reparler en off avec les intéressés. Il faut qu'on passe couper la parole. Exactement. Alors, je suis désolée. Je rajouterai très vite un dernier point, c'est la partie financement. Effectivement, de bien regarder le projet dans sa globalité, d'aller chercher des aides quand il y a des aides disponibles, et puis effectivement de ne pas s'empêcher de tester, ce qui est ne pas se bloquer pour autant. Ne pas se bloquer pour autant. Et j'arrête. Alors, première question. Quel est un taux de retour moyen en e-commerce, le vôtre? Qui prend en charge le transport? Vendez-vous aussi via des plateformes type Amazon, eBay? C'est pas une question, ça c'est 4 questions. Pourquoi? Quel avantage? Coût? Inconvénient? Alors voilà, une information un peu globale sur le modèle économique. Je ne vais pas partager le taux de retour. Ce n'est pas un taux en nombre de retours versus divisé par le nombre de ventes. Ce serait un coût de la gestion des retours. Allez, c'est pas très confidentiel ce sujet-là. On a à peu près du 1 pour 500 en retour. Donc c'est tout petit finalement. Mais c'est vrai qu'on l'a préparé et on ne l'a pas partagé. La façon d'anticiper ces retours-là est aussi d'avoir une hyper qualification lors de la vente. Finalement, on s'aperçoit qu'on a des retours plus forts sur les commandes web, et ça illustre bien ce que je veux dire. Il vaut mieux finalement, même si c'est une commande web, avoir une interaction téléphonique avec notre client pour bien qualifier son choix, sa vente et le contexte même de l'installation de ce qu'il a acheté, pour être bien sûr que ce qu'il a acheté correspond exactement à ses besoins tel qu'il l'a compris lui quand il est allé à son acte d'achat tout seul. Donc finalement, même si ça pèse en argent dans le stock, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas un taux de retour fort. 1 pour 400, 1 pour 500 doit être à peu près ça. Oui, on vend via des plateformes, on l'a déjà dit tout à l'heure, via une troisième entreprise, Boulevard des Pros. Elle a aussi son petit site, boulevarddespros.com. C'est une entreprise isolée qui s'appelle Boulevard des Pros, qui n'a pas la marque. C'est encore une petite sœur, une troisième. C'est une troisième petite sœur. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas insisté. Pas beaucoup, ouais. On l'a créée il y a 2 ans pour aller chercher les ventes au travers des places de marché. Elles sont terriblement coûteuses puisqu'Amazon facture entre 8 et 15% sur chaque vente, une commission d'apport d'affaires. C'est déraisonnable, mais en même temps, certains clients sont là et ne sont que là. Alors pourquoi on est allé les chercher? On est convaincu, pour l'instant, on se trompe peut-être, qu'il faut être là où nos clients sont. Et dans un effet de mode, passager ou durable, je pense qu'il va durer beaucoup. Une partie de nos clients sont présents et ont un comportement d'achat dans Amazon. Amazon a créé Amazon Business, Cdiscount existe au travers de Cdiscount Pro.
Ils ont commencé à diffuser l'information, je peux maintenant, de fusionner Cdiscount et Cdiscount Pro pour aller créer l'analogie avec Amazon et Amazon Business en un seul site pour Cdiscount. Donc les achats non stratégiques, comme ils le disent, dans les places de marché sont captés par ces places de marché. Ils ne vont pas eux-mêmes sourcer, ou du moins pas encore, et tant mieux pour l'instant, mais on va être dans un truc à nouveau schizophrène où Amazon nous offre un trafic et nous permet de faire nos ventes, et en même temps on se trouve en compétition contre lui-même sur certains produits. C'est un truc de dingue. Question suivante. Comment traitez-vous la gestion des conflits, avis négatifs sur Internet? Je vous renvoie vers la gestion des avis. Même si on est des gens gentils, même si tout va bien, même si blablabla, on n'est pas à l'abri de faire des boulettes et ça arrive de maltraiter un client. Et on a organisé dans l'entreprise un process, un flux interne. Il y a une personne qui a les yeux rivés sur la gestion des avis, positifs ou négatifs. Quand ils sont positifs, on se permet aussi d'y répondre, pas tout le temps non plus. Quand ils sont négatifs, on y répond systématiquement, non seulement en public, mais également en privé, avec un appel téléphonique systématique pour corriger ce qui s'est passé. C'est un coût exorbitant, mais je pense que la génération de la confiance passe par là. On utilise une plateforme de gestion d'avis qui ne nous permet pas de modérer les avis. D'abord, c'est illégal. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une note un petit peu moins élevée de certains de nos compétiteurs. Mais on cherche, enfin, ce serait même, on dépasserait l'entendement si j'avais un discours différent de celui-ci, puisqu'on ne peut pas être dans cette culture de la relation humaine et finalement ne pas s'exposer tout naturellement à se prendre des claques quand on ne fait pas du bon travail. On est convaincu, alors ça fait assez consultant comme phrase, mais on est convaincu que la satisfaction client, si elle est exprimée en public, ben, tant mieux, au moins elle est exprimée là où on la voit. Ça permet déjà d'y répondre. Si on donne cette surface d'expression, ça permet déjà d'y répondre. Et elle donne peut-être aussi une image beaucoup plus authentique d'une vraie relation, enfin d'une vraie note d'une relation client par rapport à quelqu'un qui aurait des avis 100% positifs. J'ai en tête quelqu'un qui a acheté au travers des places de marché une bête table inox là, pour une concession automobile, parce que nos clients sont plus du tout que les cafés, hôtels, restaurants, ça va dans tous les sens, des cabinets d'avocats, etc. Et cette personne a reçu cette table rayée. On a pris un avis, c'était sur place de marché pour le compte, un avis déplorable. Et ce monsieur a même qualifié cette table comme étant une table d'occasion vendue comme neuve. Ce dont Amazon a horreur. Donc on s'est fait disqualifier le produit, on s'est fait un peu chahuter sur notre qualité de vendeur. Et pour autant, je suis rentré en interaction avec ce gars-là et je lui ai expliqué qui on était, comment on voyait notre business et il a repassé une commande de 3 tables avant-hier. Et est-ce qu'il a rédigé un avis positif? Parce que souvent... Il est en train de se battre avec Amazon pour enlever son avis. Il n'arrivera pas, mais c'est pas grave. D'accord. Pour autant, voilà. Mais je veux bien continuer cet échange avec la personne qui a posé cette question. On peut se voir après. C'est vraiment un sujet à part entière et il faut piloter ce truc-là et ne pas le subir. Ça me remonte systématique en fait. Alors une autre question, faites-vous du recyclage des produits retournés et inutilisables, pièces détachées, etc. Alors c'est un développement possible. Hein. Oui, c'est ça. C'est une des tendances 2020 de e-commerce éthique. Alors, à propos de traitement des retours, quand c'est un retour de produits remplacés parce que produit vieux, usagé, obsolète, c'est pas forcément vrai, mais dans tous les cas, il est inutilisé. La loi nous impose de proposer une solution de retour et on le fait bien volontiers, puisqu'en plus, ces vieux matériels sont chargés de gaz et des gaz qui sont non réglementaires de l'époque, donc des gaz qui gênent notre atmosphère. Donc on récupère ces produits-là, on facture la reprise et le recyclage pour notamment traitement des déchets. En plus, il y a de l'inox, c'est vraiment un produit via des filières spécialisées en fait de retraitement. C'est organisé dans notre filière sur le sujet. Pour autant, quand on récupère du matériel, on ne le dépouille pas pour en faire de la pièce détachée. On reste dans une démarche d'assurer la première partie du cycle de vie du produit, qui est une partie dite sous garantie, qu'elle soit une garantie légale ou commerciale.
On s'intéresse pour l'instant pas à la deuxième partie de vie du matériel qui est une fois que la garantie est échue. Ça reste un sujet de développement. La vente de pièces détachées, on le fait. C'est un sujet de développement, mais dans tous les cas, on ne déconditionnera pas les matériels anciens pour en faire de la vente de pièces détachées, même neuves ou d'occasion. Ça, je ne pense pas qu'on irait. D'accord. Alors, quel est le coût d'acquisition correspondant aux campagnes web marketing dans lesquelles vous investissez? Donc là, on rentre dans des considérations assez techniques. Coût d'acq. Technique et confidentiel. Qui a posé la question? Alors, je pourrais te répondre, parce qu'on se connaît. Je pourrais te répondre en privé. Un grand paquet d'argent. Entre un quart et un tiers de notre marge. Voilà. Et si on raisonne en coût d'acquisition, en pourcentage Entre un quart et un tiers de notre marge. On ne saura pas. Je vous ai dit tout à l'heure combien on margeait, donc vous pouvez reboucler. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas. Non, mais je peux répondre en privé par contre, mais avec grand plaisir pour le compte. Si il faut continuer à partager cette expérience en public, initiée en public, avec quelques-uns d'entre vous qui voudraient creuser plus précisément tel ou tel sujet, ou même échanger quelques demi-journées à l'avenir sur le reste de l'année, vraiment avec grand plaisir et de façon altruiste pour le compte. J'ai l'impression que c'était la dernière question. Donc effectivement, si vous souhaitez échanger avec nous à l'issue de cette conférence, c'est avec plaisir. Voilà. Et puis sinon, nous sommes, je ne sais pas si tu es sur le salon toute la journée ou... Non, je vais aller travailler, mais je vais rester traîner une petite heure par ici. Et puis, je redis, je suis convaincu que les gens du numérique, si on se fait un petit peu de off et si on a 10 secondes pour traîner, que les gens du numérique que nous sommes, en dehors du cocon d'être chez un prestataire de service, devraient de temps en temps franchir le pas et aller s'investir à titre de parcours professionnel, j'entends, directement dans les PME. Ou les TPE, parce que ces TPE, PME n'ont pas accès à toute la technicité d'intégration de technologie, sinon qu'à coût de 700, 800, 900 euros de conseils, de consultants, de journaliers, consultants ou développeurs ou marketeurs, ou etc. Et genre, je comprends qu'il faille en vivre, c'est sûr, c'était mon modèle économique il y a encore 4 ans, 5 ans. Donc, mais ça rend impossible ou faiblement possible d'être sur du cousu humain avec des fils d'or, alors que, c'est ce que je disais juste à la porte à l'instant, quand on se jette à corps perdu sur un seul projet, des gens comme nous, des geeks de l'époque, pouvons alors faire ce fameux cousu humain, mono-projet. Alors je chambre un peu mes associés à dire que je fais des travaux pratiques, c'est un peu plus prenant que ça évidemment, mais c'est passionnant de mettre à profit de TPE ou PME l'accès au savoir numérique ou l'utilisation du savoir numérique pour nos boîtes ex-traditionnelles. Ouais. J'en parlais tout à l'heure, donc je le redis, il y a des clubs e-commerce qui existent, donc ça peut être aussi l'occasion d'aller partager toute ton expertise avec ces professionnels aussi. Donc, avis aux geeks et aux intégrateurs et autres techos de la salle, engagez-vous dans des projets d'entreprise où vous allez piloter de A à Z sur le temps long pour un résultat qui est toujours très satisfaisant parce qu'on est engagé dans une aventure. Super passionnant. Ouais. Ouais. On gagne un peu moins bien sa vie, mais c'est passionnant. Ce sera la conclusion de cet échange. Merci à tous. Okay, merci.